Et moi, ce qui me fait très peur au-delà de ça, c'est qu'on exporte une sorte de nouvelle guerre froide à 3 francs 6 sous entre la France et la Russie au Sahel, où finalement on va soutenir chacun des régimes qui nous seront favorables. Par exemple, les Russes soutiendront le régime malien. Et qui paye les pots cassés? Ce sont les populations locales, finalement, de ce grand jeu de puissance, où on va rejouer la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle et essayer de se partager l'Afrique comme si c'était un gâteau. Je vais m'entretenir avec notre journaliste Thomas Dietrich. On va parler du Mali. Le Mali, ancienne colonie française, pays où la présence militaire française est la plus importante au monde et où la crise politique et militaire s'est encore aggravée. Et pour cause, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé d'un régime de sanctions drastiques contre le Mali et les Maliens pour en quelque sorte exercer des pressions sur le pouvoir militaire malien, lui-même issu d'un putsch venu à la suite de contestations populaires immenses contre le pouvoir précédent qui était lui soutenu par la France et la communauté internationale. La CEDEAO veut des élections dans un délai court, ce que ne veut pas le pouvoir militaire, lequel a appelé le peuple malien à descendre dans la rue pour le soutenir et a obtenu une mobilisation record. Et dans les manifestations monstres qui ont eu lieu, notamment à Bamako, c'est d'abord et avant tout la France, l'État français qui est visé, et c'est la Russie, la fameuse Russie de Vladimir Poutine qui est acclamée. Pourquoi? Comment? J'en parle avec Thomas Dietrich, mais avant, regardons un petit magnéto. Le peuple a répondu présent à l'appel à manifester des autorités de la transition. Les Maliens sont descendus en masse dans les rues ce vendredi pour protester contre les sanctions sévères imposées par la CEDEAO. Dans plusieurs villes du pays, notamment la capitale Bamako et à Tombouctou au nord, des milliers de personnes se sont réunies en soutien au chef militaire de la transition, Assimi Goïta. La semaine dernière, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de réprimer le Mali en imposant un embargo commercial et en fermant les frontières. La décision a ensuite été soutenue par la France, les États-Unis et l'Union européenne, alors que la Chine et la Russie ont bloqué les sanctions contre le pays sahélien lors du Conseil de sécurité de l'ONU mardi. Malgré la pression internationale concernant le calendrier électoral, de nombreux Maliens ont choisi de se rallier aux militaires. Assimi Goïta a exhorté la population à défendre la patrie. Salut Thomas. Salut Théophile. Qu'est-ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Est-ce que ce qui se passe est un moment clé pour ce pays qui est traditionnellement dans l'orbite de ce qu'on appelait la France-Afrique? Alors, il y a la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui a pris des sanctions très dures le 9 janvier contre le Mali. Vraiment des sanctions, c'est quasiment du jamais vu depuis 10 ans, avec un embargo, notamment un embargo commercial. On ferme les frontières, on gèle les avoirs, ce qui fait que le Mali ne peut plus accéder à son compte à la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que le Mali partage avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest la même monnaie, le franc CFA. Donc ça pose vraiment des questions. Est-ce que l'État malien va pouvoir payer les fonctionnaires? Il y a le gel des avoirs, donc il y a vraiment des sanctions très très dures. Pour comprendre pourquoi la CEDEAO a pris ces sanctions et un peu le contexte qui est derrière, il faut revenir juste en arrière. Donc, jusqu'en 2020, il y avait un président qui était élu, qui s'appelait Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un membre de l'Internationale socialiste, qui était très proche de François Hollande. D'ailleurs, en 2018, on a favorisé sa réélection. La France a avalisé sa réélection qui était très très contestée. On a suspecté un bourrage d'urnes. Et c'est vrai que ce président-là, qui était un peu un roi fainéant, qui d'ailleurs est malheureusement décédé hier, a déçu la population par son inaction, par son népotisme, par sa corruption. Et en 2020, il y a eu des manifestations de rue très impressionnantes à Bamako, notamment place de l'Indépendance, qui est un peu la place Tahrir malienne. Et ces manifestations ont conduit à la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on appelait IBK, parce que l'armée, finalement, a pris le pouvoir via un premier coup d'État le 18 août 2020. Et ensuite, il y a eu un pouvoir de transition qui a été mis en place. Et il y a eu un deuxième coup d'État en mai 2021, où le vice-président Assimi Goïta, qui était un peu la cheville ouvrière du coup d'État, qui est un colonel, qui est un ancien patron des forces spéciales, a pris le pouvoir pour lui tout seul. Et depuis, il y a notamment des désaccords sur la durée de la transition, puisque la CEDEAO et les grandes puissances, notamment la France, veulent imposer des élections très rapidement. On parle de février, alors que la junte malienne au pouvoir veut une transition qui va jusqu'à 5 ans.
Alors, pourquoi la CEDEAO, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, a-t-elle pris des sanctions aussi dures? Elles sont dangereuses quand même pour le peuple malien, pour les civils, parce qu'il est même possible que finalement l'argent que les immigrés maliens envoient au pays n'arrive pas en raison de questions monétaires, parce que le franc CFA, il est plus ou moins contrôlé quand même depuis Paris. On se demande pourquoi aller jusque-là dans des sanctions qui ressemblent quasiment aux sanctions qui ont été prises contre l'Irak de Saddam Hussein, alors que c'est une question qui, disons, n'est pas une question qui menace la stabilité internationale, c'est plutôt le terrorisme qui menace la stabilité internationale. Est-ce qu'il faut y voir la conséquence d'un contexte géostratégique de haute tension au-delà des proclamations sur la démocratie à restaurer au Mali? Peut-être finalement qu'on va réaliser le rêve d'Arnaud Montebourg, qui proposait de bloquer les transferts d'argent des migrants africains vers le pays d'origine. Mais très sérieusement, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, est complètement décrédibilisée. La critique souvent, on l'apparente à un syndicat d'autocrates qui se serrent les coudes. Moi, j'ai souvenir que, par exemple, quand Alpha Condé, président guinéen déchu, modifiait la Constitution et tirait sur les manifestants qui protestaient contre cette modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, la CEDEAO n'a pas pris des sanctions aussi dures. Alors, qui est derrière ces sanctions de la CEDEAO? Est-ce que finalement, ce n'est pas un faux-nez d'une grande puissance? Et bien sûr, évidemment, la junte malienne et la population malienne, puisqu'elle est descendue massivement dans la rue. Il y a vraiment des manifestations monstres vendredi. Moi, j'étais au Mali en 2020, au moment de la chute d'Ibeka. Je peux vous dire que les manifestants, qui étaient déjà très nombreux, n'atteignaient pas vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était vraiment une démonstration de force. Une démonstration historique de force qui, du coup, délégitime en fait les choix de la CEDEAO, parce qu'on ne peut pas vouloir le bonheur des Maliens contre la vie des Maliens. Bien évidemment. Et puis derrière, il y a quand même... On dit que ces sanctions-là sont, entre guillemets, inspirées ou encouragées par la France, puisque Jean-Yves Le Drian a très bien dit que dans les prochains jours, l'Union européenne allait prendre des sanctions à son tour contre le Mali, en inspirant de celles de la CEDEAO. Et la France a proposé un texte à l'ONU qui a été bloqué par la Chine et la Russie pour justement soutenir les sanctions de la CEDEAO, parce qu'il est de notoriété publique que la France ne s'entend pas avec la junte malienne. Déjà parce qu'elle a soutenu Bec et Ongle jusqu'au bout le président Ibrahim Boubacar Keïta. Bien évidemment, on n'est pas d'accord avec la durée de la transition parce qu'on ne s'entend pas avec cette junte, donc on veut la voir quitter à Paris, on veut la voir quitter le plus rapidement le pouvoir. On n'est pas d'accord aussi avec cette junte qui veut négocier avec les djihadistes. Et il y a effectivement cet épouvantail-là qui est que la junte a fait récemment appel à des militaires russes pour venir lutter contre les djihadistes au Mali. Et c'est ça qui déplaît vraiment à Paris. Donc, est-ce que finalement, on ne retourne pas dans une situation, ce qui s'est passé dans les années 2010-2011 en Côte d'Ivoire, où la CEDEAO avait imposé des sanctions très très dures, parce que... Une fois de plus, c'était inspiré par la France. Par Paris, parce que Nicolas Sarkozy avait envie de chasser Laurent Gbagbo du pouvoir et d'installer son poulain Alassane Ouattara. Alors, est-ce que la France officielle fait donc tout ça pour ne pas perdre son influence au Mali? Alors, la France est présente depuis 9 ans militairement dans la lutte contre le terrorisme. Il faut rappeler comment tout ça commence. Ça veut dire qu'en 2011, Nicolas Sarkozy décide d'intervenir en Libye pour renverser le guide libyen Mouammar Kadhafi, alors officiellement pour instaurer la démocratie, mais officieusement, c'est vrai que Mouammar Kadhafi est suspecté d'avoir financé la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un mécène gênant. Et le problème, c'est que Mouammar Kadhafi, tout dictateur qu'il était, imposait une sorte de paix, de Pax Romana sur le Sahel, et arrivait à empêcher que le Sahel ne sombre dans le chaos. Et le renversement de Mouammar Kadhafi a permis l'ouverture des dépôts d'armes qui étaient très nombreux en Libye, et à des djihadistes de traverser la Libye et de s'implanter au Nord Mali. Et effectivement, il a fallu que l'armée française intervienne pour bouter les djihadistes hors du Mali, qui étaient en train de descendre vers le sud. Mais si on a réussi à ce moment-là à gagner la guerre, on n'a jamais réussi finalement à gagner la paix, parce que Barkhane est là depuis 9 ans, et on peut peut-être le voir, la zone d'influence des djihadistes s'est considérablement étendue. C'est-à-dire on est passé du nord Mali à quasiment l'ensemble du Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et aujourd'hui, les djihadistes menacent des zones plus côtières comme le nord du Burkina, le nord de la Côte d'Ivoire ou le nord du Bénin. On a pratiqué une politique qui était uniquement militaire, ne comprenant pas que finalement la lutte contre le terrorisme passera aussi par le développement. Et il n'y a rien qui a été fait sur ça. C'est-à-dire que les régions
là où il y a le plus de terroristes, les régions les plus déshéritées, c'est là où il y a le plus de terroristes, parce qu'on manque de tout. On manque d'écoles, on manque d'hôpitaux, on manque de routes, et des régimes qu'on a soutenus bec et ongle, comme celui d'Ibrahim Boubacar Keïta, n'ont absolument pas été capables d'apporter le développement dans ces régions-là et d'offrir une autre perspective à la jeunesse de cette région-là que de se jeter dans les bras des djihadistes. Et d'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, c'est la Cour des comptes française, qui est pourtant pas un organe marxiste-léniniste, qui a critiqué le fait que notre politique au Sahel se repose sur un seul pied, qu'on a doublé les dépenses militaires et qu'en même temps, on a baissé à seulement 300 millions d'euros les dépenses de développement. Voilà. Alors, est-ce que on peut considérer que le bilan de cette présence militaire il est négatif? Alors, Robespierre disait « personne n'aime les missionnaires en armes ». Et effectivement, de ce qu'on a été furtivement, nous, l'armée française, une armée de libération, on est passé à être considéré comme une armée d'occupation. Il y a un vrai rejet aujourd'hui de la présence militaire française au Mali. Et ce rejet est très largement répandu dans la population. Il n'est pas seulement inspiré, comme le dit Jean-Yves Le Drian, par les réseaux sociaux russes, par des trolls russes. Non, c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans la population parce qu'on n'a pas eu de stratégie, on était une sorte de poulet sans tête, on a eu aussi une attitude très néocoloniale. On a fait des erreurs. Par exemple, on a soutenu des milices Touareg qui ont servi comme supplétifs de l'armée française et qui sont pas allés lutter contre les djihadistes, mais qui ont réglé de vieux comptes communautaires avec les Peuls, commettant des massacres contre des civils et jetant certains civils dans les bras des djihadistes. On a aussi commis des bavures. Je rappelle qu'au début de l'année, le 3 janvier 2021, l'armée française a bombardé ce qu'elle a dit être un rassemblement de djihadistes. L'ONU a enquêté et a dit que les 22 victimes qui avaient été faites par ce bombardement de l'armée française étaient des victimes civiles qui assistaient à un mariage. Et la France, au lieu de reconnaître sa faute, au lieu de reconnaître sa bavure et d'ouvrir une enquête, a traité l'ONU de menteur. C'est-à-dire que même les Américains en Irak, on avait fini par juger les mercenaires de Blackwater qui, souviens-toi, avaient tiré sur des civils à Bagdad en 2007. Finalement, on ne pourra pas vaincre les djihadistes parce qu'on est dans une guerre asymétrique et on ne peut pas gagner une guerre asymétrique. D'ailleurs, les Américains n'ont pas gagné leur guerre asymétrique en Afghanistan, en Irak. On n'a pas gagné en France, on n'a pas gagné en Vietnam. Et puis, il y a ce double discours qui est... l'année dernière, en avril 2021, notre allié préféré de la France au Sahel, notre dictateur préféré, Idriss Déby, est mort au Tchad. Et Emmanuel Macron a avalisé le coup d'État où son fils a pris sa place en violation complète de la constitution tchadienne. Et là, il n'y a pas eu de problème. D'ailleurs, on est en train de vouloir prolonger la transition tchadienne de 18 à 36 mois et ça n'a l'air de poser de problème à personne, en tout cas à Paris. Et de l'autre côté, on vient critiquer la junte malienne parce qu'elle ne partage pas des positions, elle ne partage pas les positions de Paris, elle n'est pas inféodée à Paris comme on voudrait que ce soit. Et c'est cette hypocrisie aussi que les Africains, les jeunes Africains voient et qui alimente la colère. Alors, est-ce que finalement, c'est la question des Russes qui est au cœur de l'enjeu? Alors, tout ça se déroule au milieu d'une polémique internationale. Les partenaires occidentaux traditionnels du Mali ont dénoncé fin décembre la présence de la firme russe de mercenaires Wagner au Mali. Les dirigeants maliens disent que alors non, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des instructeurs. Quoi qu'il en soit, les Occidentaux s'inquiètent d'une sorte de grand remplacement géopolitique au Mali, comme c'est déjà le cas en Centrafrique. Est-ce que les Russes peuvent réussir là où les Français ont échoué, dans leur propre précaré? Alors, effectivement, il y a un déploiement de 350 à 400 soldats russes. Alors, la junte malienne au pouvoir dit que ce sont des instructeurs. La France répond, en tout cas les pays occidentaux répondent que ce sont des mercenaires de la firme de Wagner, cette fameuse firme de mercenaires qui est très liée au Kremlin et qui est très présente dans d'autres théâtres d'opération. Moi, je ne serais pas de ceux qui se réjouissent de la présence des mercenaires de Wagner. Bien évidemment, j'étais en Centrafrique en reportage, j'ai pu aller documenter les exactions de Wagner contre des civils. C'est quand même, il y a des méthodes violentes, ce ne sont pas des enfants de cœur. Et puis Wagner ne réussit pas partout, contrairement à ce qu'on peut entendre. Ils ont échoué au Mozambique, ils ont même échoué en Libye à installer le maréchal Haftar au pouvoir. Et d'ailleurs, que les mercenaires russes de Wagner soient présents en Libye, ça n'avait pas l'air de déranger Paris, puisque Paris et les Russes étaient du même côté pour essayer d'imposer le maréchal Haftar au pouvoir. Donc là, il n'y avait absolument pas de problème. Mais sur le fond, c'est au Mali et aux Maliens de prendre cette décision avec qui ils vont travailler. Jean-Yves Le Drian a dit
Oui, mais la junte malienne est en train de prendre son pays en otage. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais en imposant ces sanctions et en faisant imposer ces sanctions très dures contre le peuple malien, la France est en train de prendre en otage le peuple malien. Et ça, c'est inacceptable. Surtout qu'on sait que le Mali a une longue histoire avec la Russie. Dans les années 60, il y avait déjà eu une coopération très forte sous le président Modibo Keïta. Et moi, ce qui me fait très peur au-delà de ça, c'est qu'on exporte une sorte de nouvelle guerre froide à 3 francs 6 sous entre la France et la Russie au Sahel, où finalement on va soutenir chacun des régimes qui nous seront favorables. Par exemple, les Russes soutiendront le régime malien et les Français soutiendront le pays voisin, le Niger, puisqu'on sait que le président Mohamed Bazoum est chouchou de Paris. Ou la Côte d'Ivoire. Ou la Côte d'Ivoire. Et justement, est-ce que cette guerre froide, disons cette guerre d'influence entre la France et la Russie au Sahel et en Afrique de l'Ouest peut déboucher sur des affrontements chauds, même par poupesse, par marionnettes interposées? Je ne sais pas s'il y aura des affrontements directs, je ne pense pas. Mais ce que je sais, c'est que, par exemple, c'est ce qui se passe actuellement entre le Tchad et la Centrafrique. La Centrafrique étant liée aujourd'hui plutôt à Moscou et le Tchad étant traditionnellement lié à Paris. Il y a des tensions qui sont passées ces derniers mois au niveau de la frontière entre le Tchad et la Centrafrique. Et qui paye les coups de pots cassés? Il y a eu des coups de feu, il y a eu des morts. Et qui paye les coups de pots cassés? Ce sont les populations locales, finalement, de ce grand jeu de puissance où on va rejouer la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle et essayer de se partager l'Afrique comme si c'était un gâteau. Alors, c'est bizarre parce qu'en France, justement, cet affrontement qui est quand même structurel et important au Sahel, entre Paris et Moscou, il est un peu passé, disons, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine, alors que ce qui se passe au Mali nous concerne beaucoup plus que ce qui se passe en Ukraine, entre, disons, la Russie et le monde occidental. C'est bizarre. Oui, c'est étrange, mais bon, c'est vrai que moi, il me semble qu'il y a un problème de traitement, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte du tournant qui se passe actuellement en Afrique et de la détestation profonde qu'on est en train d'avoir de la politique française en Afrique, que la jeunesse africaine éprouve. Et c'est pas seulement, encore une fois, manipulé par les réseaux sociaux. Je veux dire, quand il y a eu un convoi qui était bloqué de l'armée française logistique au Burkina, puis au Niger, et que l'armée française a tiré sur une foule de manifestants désarmés, oui, on en a parlé ici, faisant 3 morts. Personne dans la classe politique ne s'est saisi du sujet pour dire « Ah, il faut une enquête, il faut qu'on sache pourquoi des militaires français ont été amenés à tirer sur des jeunes désarmés. » Et il y a une sorte de blackout médiatique. Et fortement, ça alimente la défiance vis-à-vis de la France. Ça alimente aussi les fake news qu'on entend ça et là. Bien sûr, la France ne finance pas les djihadistes, mais évidemment, ce blackout médiatique qu'on impose un peu sur l'action de notre pays en Afrique renforce les théories du complot. Alors, pourquoi la France s'accroche-t-elle autant au Mali comme si c'était un de ses départements? Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts cachés autres que la lutte contre le terrorisme qui finalement est brandi comme une sorte de justification? Alors, c'est vrai que quand on entend Jean-Yves Le Drian qui se prend un peu pour le proconsul de l'Empire français en Afrique, on peut se demander si on ne traite pas un peu le Mali comme le Cantal. C'est vrai qu'il y a une notion d'empire, Toi, la phrase de Louis Guiringeau, qui était ministre des Affaires étrangères de Giscard d'Estaing, qui disait que l'Afrique est le dernier continent avec 500 hommes, la France peut changer le cours de l'histoire. Alors aujourd'hui, on n'y arrive plus. Même avec 5000 hommes de Barkhane, on n'arrive plus à changer le cours de l'histoire. Donc il y a effectivement une notion d'empire, c'est chez nous, c'est notre précaré. Les Africains sont des grands enfants pour qui on doit décider. Il y a une mentalité très coloniale. Et puis, c'est vrai qu'après, il y a la question économique, des intérêts économiques. Alors il y a beaucoup de fake news qui circulent sur la France au Mali. La France voudrait exploiter l'uranium, ce qui n'a jamais été le cas. On est en train de se tourner vers des contrées beaucoup plus propices comme le Kazakhstan. Là, on n'est pas susceptible d'enlever des travailleurs d'Areva et les prendre en otage. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait avoir une pensée pour le seul otage français dans le monde, qui est notre confrère Olivier Dubois, qui est retenu actuellement en otage au Mali, aux mains d'Al-Qaïda. Et pour revenir à la question de la place économique, c'est-à-dire la France est en train de perdre du terrain en matière économique en Afrique. C'est-à-dire on est passé de 11% de part du marché à 7%, on se fait grignoter des parts du terrain par la Chine. Les plus gros projets qu'a la France en Afrique, c'est pas dans la zone francophone, c'est au Mozambique avec un projet gazier de Total, c'est en Ouganda. Donc finalement, c'est pas dans la sphère d'influence traditionnelle. Et quand on regarde les chiffres officiels, les exportations du Mali vers la France, c'est 9 millions d'euros par an. Donc c'est peanuts. Mais il y a quand même des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a quand même des réseaux france-africains qui sont à l'œuvre, et notamment sous Ibrahim Boubacar Keïta. Par exemple, en 2016,
ça a été révélé par une enquête de Jeune Afrique, Jean-Yves Le Drian avait fait pression sur le président malien avec l'aide de l'ambassadeur de France à Bamako pour que le président malien donne le marché de confection de passeports maliens à une société française qui s'appelle Auberture. Il y a aussi une personne dont on a peut-être entendu parler qui s'appelait Michel Thomy. Michel Thomy, c'est le parrain des parrains corses. C'est un très proche de Squarcinis. C'est quelqu'un qui a importé le PMU en Afrique et qui a fait fortune. D'ailleurs, dont le frère est commissaire divisionnaire et s'amuse le week-end à taper sur les gilets jaunes. D'ailleurs, il a été mêlé à plusieurs affaires de violences policières. Et ce Michel Thomy était l'ami proche d'Ibeka qui voyageait dans ses jets privés. Le président renversé qui était tant aimé par François Hollande. Tant aimé par François Hollande. Et il faut se souvenir que Michel Thomy a placé une société des sécurités privées pour assurer la garde rapprochée d'Ibrahim Boubacar Keïta, une société française, donc des mercenaires, des anciens du GIGN qui ont assuré contre monnaie sonnante et trébuchante la sécurité rapprochée de Ibeka. Et là, c'était des mercenaires, mais personne ne semblait s'en plaindre. Vous avez eu des choses complètement rocambolesques comme Airbus, donc fabricant d'Airbus et d'Ariane, qui a investi dans une mine d'or au Mali, qui a fait complètement faillite. Et puis il y a eu un procès. On s'est rendu compte que Airbus voulait utiliser ces mines d'or comme caisse noire pour payer des commissions en liquide à des hommes politiques maliens pour avoir des contrats pour d'autres importances, par exemple comme des hélicoptères. Donc finalement, il y a tout un tas de réseaux affairistes qui ont bénéficié de cette proximité-là entre les pouvoirs français et le pouvoir malien. Et évidemment, on se demande si le rapprochement de Bamako avec Moscou n'empêche finalement pas ces réseaux affairistes français de continuer à prospérer. En tout cas, on a l'impression que ce sont ces réseaux qui déterminent la politique africaine de la France et non l'intérêt général français, l'intérêt général des pays africains et l'intérêt général humain tout simplement. Alors, quelles sont finalement les perspectives pour le Mali et le peuple malien qui semble pris en étau dans ce jeu de grande puissance ? Évidemment, la junte qui est un peu en manque de légitimité applique à la lettre les principes de Carl Schmitt et désigne un ennemi extérieur qui est la France. C'est-à-dire ils sont en train de faire l'union du peuple malien contre la France. Et il faut qu'on en tire les conclusions en pliant vite bagage et en acceptant qu'aujourd'hui on ne fait plus partie de la solution, mais on fait partie du problème. Alors, on va voir dans les prochaines semaines si les sanctions vont être allégées ou pas. Il y a des questions qui vont se poser. C'est-à-dire le Mali a déjà demandé, par exemple, la révision des accords de défense de 2014 qui le lient à la France, pour que la France ait moins de marge de manœuvre au Mali. Il serait possible que, puisque le Mali n'arrive pas à accéder à ses avoirs à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, le Mali crée sa propre monnaie, sorte du franc CFA. D'ailleurs, entre 1962 et 1984, le Mali n'était pas dans la zone CFA, il avait sa propre monnaie, le franc malien. Donc ça serait une possibilité. Mais très clairement, il faut que nous, en tout cas nos politiques, changent de politique très rapidement, arrêtent avec ces sortes de leçons néocoloniales qu'on ne cesse de donner au Mali, parce que finalement, sinon, on va rompre ce lien qui est très fort entre la France et le Mali. On est ici à Montreuil, on tourne à Montreuil. Montreuil a été appelé longtemps affectueusement la deuxième ville du Mali pour le nombre d'immigrés maliens qui y vivent. Il y a quand même 200 000 Français d'origine malienne qui vivent en France et il y a des liens très forts de langue entre nos deux pays. Mais malheureusement, la politique française telle qu'elle est menée par Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, cette politique néocoloniale, cette politique désastreuse qui est en train d'étrangler le Mali, parce que finalement, c'est pas la junte qui va payer au premier chef, mais le Malien de la rue qui va être étranglé par ces sanctions économiques, est en train de distendre ce lien qui existe entre la France et le Mali, et j'espère que ça ne sera pas irréversible. Merci Thomas pour cet éclairage. La contre-matinale du média, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour nous permettre de continuer et de nous renforcer, partagez, abonnez-vous, mettez des petits pouces bleus et si vous le pouvez, faites-nous un don sur la plateforme OKPAL ou devenez abonné sociétaire du média.